Messieurs, mesdames, nous abordons aujourd'hui un pilier central du grand traité. Le chapitre 6 ne traite pas seulement de matière, mais de la survie même de notre architecture hybride à travers la gestion rigoureuse des combustibles et des neutrons. Tout commence par l'hydrogène. Le protium, abondant mais limité ici à la capture neutronique. Le deutérium, stable et extrait des océans. Et enfin le tritium, isotope radioactif, rare et indispensable que nous devons apprendre à produire nous-mêmes. La réaction deutérium-tritium est notre moteur. Mathématiquement, la collision libère une particule alpha chargée et un neutron rapide de 14 mégaélectronvolts. Ce neutron est la clé de voûte et la contrainte de notre réacteur. Contrairement à l'hélium, le neutron est électriquement neutre. Aucun champ magnétique ne peut le retenir. Il traverse le plasma pour percuter nos structures, dictant ainsi toute la géométrie de notre enceinte de confinement. Pour comprendre la fonction du neutron, imaginez un semeur. Il projette des graines qui ne demandent qu'à être capturées par une terre fertile, notre couverture lithium, pour faire éclore la prochaine génération de combustible. Cette couverture n'est pas un simple blindage. C'est un organe vital. Le lithium-6, en absorbant un neutron, se transmute en tritium et en hélium, libérant une chaleur que nous devons impérativement récupérer. Le Tritium Breeding Ratio, ou TBR, est notre indice de survie. Pour qu'un cycle d'été soit crédible, nous devons produire plus de tritium que nous n'en consommons. Chaque perte, chaque délai d'extraction doit être calculé avec une précision millimétrique. Nous introduisons ici la matrice de tri neutronique. Elle segmente le flux total pour garantir que chaque neutron sert une fonction précise. La priorité absolue reste la reproduction du tritium. Phi n Li doit toujours dominer les autres flux. Le coefficient Kn est le levier de cette organisation. Il n'est pas une simple commande électrique, mais le reflet de la priorité fonctionnelle de la neutronique sur toutes les extensions expérimentales comme le FTRH. Le FTRH est une branche secondaire, hors cœur. Elle nous permet d'étudier la capture neutronique sur l'hydrogène, mais elle ne doit jamais affaiblir le cycle principal. Si le TBR baisse, Kn réduit immédiatement le flux vers le FTRH. La radiolyse hydrogénée transforme le milieu sous l'effet du rayonnement. Bien qu'elle puisse produire du deutérium secondaire, nous devons rester prudents. Ce n'est pas une source garantie, mais une voie expérimentale à surveiller. Une règle de sécurité majeure, l'exclusion des matériaux chlorés ou sodiques du flux neutronique fort. Les réactions avec le chlore ou le sodium créent des isotopes dangereux qui compromettraient notre radioprotection. Tout matériau exposé doit subir une analyse d'activation rigoureuse. La composition, le flux et la durée d'exposition déterminent la vie et la maintenance de chaque composant de notre architecture d'été. Les neutrons transportent l'énergie. Leur capture produit une chaleur que nous extrayons via des échangeurs vers le bus thermique. C'est la valorisation énergétique directe de la réaction de fusion. Une fraction du flux est allouée au diagnostic. Elle nous renseigne sur la puissance, la distribution spatiale et la stabilité de notre plasma actif, sans jamais perturber la priorité du cycle lithium. L'indice Neutron surveille l'intégrité de notre système. Si le flux dépasse les seuils critiques, les coefficients Kn et K-safe imposent une réduction de puissance ou un arrêt contrôlé pour protéger les matériaux et les personnels. Le bilan combustible doit être positif. T-net doit être supérieur ou égal à 0. C'est la condition sine qua non pour que notre réacteur ne soit pas un consommateur de ressources, mais un producteur d'avenir. Une architecture d'été avancée intègre chaque étape, de la source de deutérium à la radioprotection finale. Tester le contrôle avant de tester le combustible, telle est notre méthode scientifique. En résumé, aucun usage secondaire des neutrons ne doit affaiblir le cycle tritium. La cohérence de notre modèle repose sur cette priorité absolue et sur l'intégration de la sécurité au cœur même du combustible. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans ce nouveau volet du Grand Traité. Aujourd'hui, nous explorons le chapitre 7, la récupération d'énergie et le bilan global de notre architecture de fusion. Le rôle de ce chapitre est de clarifier ce que signifie réellement récupérer de l'énergie dans notre système complexe au-delà d'un simple signal électrique. Dans un système de fusion, l'énergie circule sous plusieurs formes, cinétique, thermique et électromagnétique. Chaque flux doit être comptabilisé avec rigueur. La réaction DT produit deux sorties fondamentales, un noyau d'hélium 4 chargé, la particule alpha et un neutron rapide et neutre. Analogie, la particule alpha est comme une braise qui maintient son propre feu. Elle reste confinée et transfère son énergie au plasma lui-même.
Mathématiquement, ce chauffage interne réduit la puissance externe nécessaire pour maintenir les conditions de fusion, un pas vers l'auto-entretien. La conséquence physique est un soutien à l'équilibre thermique. Mais attention, ce chauffage interne ne produit pas directement d'électricité externe. La récupération principale est thermique. Analogie. Les neutrons sont des projectiles invisibles que rien n'arrête jusqu'à l'impact dans la matière. La chaîne neutronique transforme l'énergie cinétique en chaleur dans la couverture, puis en vapeur pour une conversion thermodynamique classique. Physiquement, cette voie exige une gestion stricte des gradients. La récupération thermique est indissociable de la sécurité thermique du réacteur. La couverture lithium remplit une double fonction. Elle récupère la chaleur des neutrons et assure la reproduction indispensable du combustible tritium. Cette réaction de reproduction du tritium doit être équilibrée avec le dépôt thermique. La priorité absolue reste le taux de brassage du tritium, le TBR. Abordons l'induction, notre voie secondaire. Analogie. Comme une dynamo, les variations de flux magnétique induisent une force électromotrice. Fondée sur la loi de Faraday, cette tension induite dans nos bobines de récupération est proportionnelle à la vitesse de variation du flux. La conséquence physique est la possibilité d'extraire une puissance PREC, mais cela exige une synchronisation parfaite avec la dynamique du plasma. Dans une première phase, l'induction sert de diagnostic. Elle renseigne sur les modes internes, la compression et d'éventuelles instabilités. La règle est stricte. Diagnostic avant récupération active. Nous devons comprendre le signal avant de chercher à en extraire de l'énergie. Après la phase passive, nous testons une charge faible pour mesurer si un courant peut circuler sans dégrader la stabilité du plasma confiné. Nous mesurons alors la tension induite, le courant de récupération et surtout l'effet de rétroaction sur les modes magnétiques fondamentaux. C'est ici qu'intervient le coefficient Crecq. Il règle le couplage de la récupération inductive et pilote le transfert vers le bus interne. La règle de sécurité est absolue. Crecq est limité par Xafe pour éviter toute surcharge ou déstabilisation du confinement magnétique. Une bobine de récupération n'est pas neutre. Elle peut produire une contre-réaction, freinant un mode ou perturbant la synchronisation PLL. La relation est claire. La récupération n'est utile que si le gain net l'emporte sur l'énergie consommée par les perturbations qu'elle induit. Le bus interne de puissance organise ces flux. Il stabilise les tensions liées au chauffage RF, au diagnostic et à la récupération. Le bus ne prouve pas un rendement net. Il sert à orchestrer l'énergie disponible pour maintenir le système en état stationnaire stable. N'oublions jamais les puissances auxiliaires. Un réacteur consomme énormément pour simplement fonctionner. Pompe, capteur et cryogénie. Chaque watt consommé par la sécurité ou le calcul doit être déduit du bilan global. C'est la dure loi de la thermodynamique appliquée. Voici notre équation maîtresse, le P-net. C'est le cadre de notre comptabilité énergétique, loin des additions naïves de laboratoire. La condition P-net supérieure à 0 est notre Graal, une performance avancée non encore démontrée, mais vers laquelle chaque calcul nous guide. Il faut distinguer 3 niveaux, le signal mesuré, la puissance locale extraite et enfin le rendement net global du système entier. Cette distinction est la clé de notre rigueur scientifique. Un signal local n'est qu'une donnée. Le rendement est une conclusion globale. La récupération est intégrée à la commande K. Elle interagit avec le K PLL pour la phase et le Kn pour la puissance thermique neutronique. Tout est lié dans une boucle de contrôle. La variation du plasma dicte le flux qui génère le signal, piloté par Crecq sous l'œil de la sécurité. La compression dynamique modifie le champ magnétique et crée un lien direct avec la récupération inductive. Une compression synchronisée produit un signal. Attention à ne pas confondre le signal issu de l'action externe de compression avec une énergie réellement nouvelle issue du plasma lui-même. La matrice neutronique structure la récupération thermique. Elle inclut les flux vers le lithium, le blindage et même les pertes inévitables. L'optimisation doit se faire conjointement. Récupération thermique, taux de reproduction du tritium et sécurité doivent converger vers un maximum global. Nous suivons un protocole minimal en 8 étapes, commençant par la mesure passive avant d'envisager toute charge de récupération active. Chaque étape valide la précédente, corrélation avec le plasma, séparation des sources de bruit et mesure précise de la puissance locale PREC. Le succès est validé si le signal dépasse le bruit, s'il est reproductible et s'il ne dégrade pas le temps de confinement du plasma, le S-plasma. En résumé, la voie thermique reste reine. L'induction est une voie d'avenir, d'abord diagnostique, à interpréter avec la plus grande prudence expérimentale. La route est tracée.
Dans le prochain chapitre, nous aborderons le cycle FTRH. D'ici là, restons fidèles à la rigueur du grand traité. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue, chers érudits, dans cette leçon monumentale consacrée au chapitre 8 de notre grand traité. Nous allons explorer aujourd'hui les méandres du cycle FTRH, une branche aussi fascinante que périlleuse. Le rôle de ce chapitre est de définir la place exacte du FTRH au sein de notre architecture globale de fusion. 3 règles immuables ont été établies. La fusion DT produit des neutrons rapides qui doivent régénérer le tritium. Toute branche secondaire, comme le FTRH, doit donc être strictement limitée par le taux de reproduction du tritium. La question centrale est: peut-on étudier une fraction du flux neutronique sans compromettre le cycle vital du combustible? La réponse n'est pas supposée positive. Elle doit être testée avec la plus grande rigueur scientifique. Définissons le FTRH, fusion, transmutation et radiolyse hydrogénée. 3 piliers pour une branche isolée. La fusion reste notre source primaire. C'est elle qui fournit le flux neutronique dont dépend la branche FTRH. La transmutation désigne la capture d'un neutron par un noyau d'hydrogène ordinaire pour créer du deutérium. Mathématiquement, cette transformation est une opportunité de valorisation neutronique, bien que limitée. La radiolyse hydrogénée, quant à elle, transforme le milieu sous l'effet des rayonnements et des particules secondaires. Elle produit de l'hydrogène moléculaire et des espèces réactives qu'il nous faudra impérativement maîtriser. Dans l'ordre des couches, le FTRH occupe la 9e position. C'est une place volontaire et réfléchie. Il est placé après le blindage et la récupération thermique car il ne doit pas voler les neutrons du lithium. La matrice neutronique est formelle. Le flux vers le lithium doit toujours être supérieur au flux vers le FTRH. Pourquoi rester hors cœur? Le cœur plasma est la zone la plus critique, soumise à des contraintes extrêmes. Le FTRH doit être isolable, blindé et instrumenté pour ne jamais perturber les réactions de fusion centrale. Il doit pouvoir être coupé automatiquement dès que les seuils de sécurité ou de flux sont dépassés. Revenons à la capture neutronique. Elle produit un noyau de deutérium et un photon gamma. Mais attention, cette réaction consomme un neutron précieux et impose une analyse radiologique stricte. Elle ne doit pas être présentée comme une voie de production rentable de combustible à ce stade. Le FTRH est avant tout un banc d'études. On observe d'abord, on valorise seulement si le bilan le permet. La radiolyse produit une myriade d'espèces, hydrogène moléculaire, radicaux, ions et chaleur. Distinguons-la de l'électrolyse. La radiolyse utilise l'énergie déposée par les particules pour transformer le milieu. Le risque majeur réside dans l'accumulation de gaz radiolytiques comme l'hydrogène et l'oxygène. Montée en pression, inflammabilité, voire explosion, la gestion de ces gaz est une priorité de sécurité. Le réservoir FTRH doit posséder des capteurs de pointe et un système d'isolement automatique sans faille. Il doit présenter une géométrie contrôlée, un flux limité et être conçu comme un module expérimental remplaçable. Nous mesurons tout, du flux neutronique entrant à l'énergie des neutrons en passant par l'état du blindage. Le coefficient Kn FTRH est notre levier de contrôle. Il représente l'état d'ouverture de la branche neutronique. Il dépend du TBR, de la pression et de la sécurité globale, assurant une intégration harmonieuse au système. Rappelons-le encore, aucune branche secondaire ne doit affaiblir le cycle vital du tritium. C'est la loi. Le FTRH peut contribuer au bilan énergétique, mais cette contribution doit être évaluée avec prudence. Chaque matériau placé sous neutron doit subir une analyse d'activation minutieuse pour éviter les déchets inutiles. Les matériaux chlorés ou sodiques sont strictement exclus du flux fort à cause de leurs isotopes radioactifs. La sécurité radiologique inclut le blindage local, le suivi des matériaux et la gestion rigoureuse des déchets. Sans diagnostic fiable, pas de FTRH actif. La confiance dans nos mesures est la condition de son existence. L'indice S global pondère chaque risque. Si le FTRH augmente cet indice au-delà du seuil, il est coupé. Le protocole commence par l'étude théorique, la simulation neutronique et les tests sur banc hors flux fort. Il se poursuit par une irradiation très limitée avant le bilan final et la décision de conserver ou non la branche. Pour être validé, le FTRH doit produire des résultats mesurables sans jamais compromettre le cycle tritium. L'échec est prononcé si la branche consomme trop de neutrons ou si les gaz deviennent incontrôlables. Les applications potentielles sont nombreuses, études de la capture neutronique et analyse fine de la radiolyse. Il permet aussi de tester de nouveaux matériaux et d'explorer des valorisations secondaires limitées. Les implications sont claires.
Le neutron devient une ressource gouvernée et les branches doivent être conditionnelles. La radiolyse doit être comptée dans le bilan. La sécurité chimique rejoint ici la sécurité radiologique. En synthèse, le FTRH est une branche externe contrôlée, jamais un composant indispensable du cœur. Le FTRH n'a de valeur que s'il produit des informations sans affaiblir le cycle vital du tritium. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre fidélité. Le grand traité de fusion. Chapitre 9. Nous explorons aujourd'hui les applications potentielles et les implications scientifiques de notre architecture. Bienvenue dans cette monographie académique. Ce 9e chapitre constitue le pivot entre la théorie pure et l'expérimentation concrète de la fusion. Jusqu'ici, nous avons développé les fondements physiques, le plasma actif, la commande K, la synchronisation PLL et l'architecture fonctionnelle complexe. L'enjeu est de relier ces hypothèses à des applications concrètes afin de transformer le plasma d'un milieu rebelle en une source d'information. Posons d'abord notre principe de prudence. Une application potentielle n'est pas une application démontrée. Nous devons rester humbles face à l'expérience. Le modèle définit 3 niveaux de déploiement, les applications immédiates, les applications conditionnelles et enfin les applications avancées du futur. La première application, et sans doute la plus immédiate, est le diagnostic avancé. Avant de vouloir contrôler le plasma, il faut savoir le lire. L'analogie est celle du médecin. Écoutez les signaux internes pour identifier les modes avant de prescrire une action corrective précise. Mathématiquement, nous transformons les fluctuations électriques et magnétiques en objets de mesure structurés. Fréquence, phase et cohérence. La conséquence physique est la transformation du plasma en une source d'information fiable permettant de vérifier la reproductibilité des phénomènes observés. La boucle à verrouillage de phase, ou PLL, introduit une application spécifique, la lecture passive. Elle observe le plasma sans le forcer. C'est comme un musicien qui suit le tempo de l'orchestre sans chercher à le diriger, simplement pour rester en parfaite synchronisation. L'objectif mathématique est de définir et de suivre l'écart de phase. Si cet écart est maîtrisé, le diagnostic de dérive devient possible. La commande K est notre application de pilotage adaptatif. Elle regroupe tous les coefficients de contrôle dans une architecture unique. Son rôle est d'éviter que chaque sous-système agisse sans coordination, reliant le chauffage, la compression et la sécurité intégrée. La règle mathématique est stricte. La sécurité, représentée par XAF, transforme la protection en une limite absolue de toute action de commande. Physiquement, cela permet de réduire automatiquement les actions risquées et de passer en mode passif si le diagnostic devient incertain. Si un mode interne est mesurable par la PLL, il devient alors envisageable de tester une stabilisation partielle du plasma actif. Nous cherchons ici la réduction des écarts de fréquence et de phase afin de maintenir temporairement un mode favorable. La conséquence est la détection et la correction faible des dérives, empêchant la perte de verrouillage et l'instabilité brutale. La compression dynamique mieux phasée est l'une des applications les plus centrales et les plus innovantes de notre modèle hybride. C'est l'analogie de la balançoire. La compression ne doit pas seulement être forte, elle doit être appliquée au moment opportun selon l'état du plasma. L'objectif est d'augmenter le critère de Lawson de manière temporaire, tout en gardant l'instabilité sous une limite acceptable. La priorité absolue est la reproduction du tritium, assurant l'autosuffisance en combustible du réacteur. Selon la loi de Faraday, la tension induite nous renseigne sur les effets de compression et les pertes de cohérence éventuelles du plasma. Physiquement, cela permet de distinguer le signal imposé par les bobines de la réponse réelle du plasma, avant toute tentative de récupération énergétique. La matrice neutronique organise le flux de neutrons. Elle nous oblige à attribuer une fonction précise à chaque fraction de ce flux vital. La hiérarchie est stricte. Protéger la reproduction du tritium, clarifier la récupération thermique et enfin limiter le rôle du FTRH. Mathématiquement, la somme des flux doit être égale au flux total généré, assurant un bilan honnête et une gestion neutronique lisible. Le FTRH peut servir de banc expérimental secondaire pour étudier la capture neutronique sur l'hydrogène et la production de deutérium. Toutefois, cette branche reste subordonnée au succès du cycle tritium principal car elle ne doit pas nuire à l'autosuffisance du réacteur. La première implication majeure est que le plasma devient une source d'information dynamique, et non seulement un milieu à contraindre par la force brute. Deuxième implication, la phase devient une variable de pilotage fondamentale. Le moment de l'action devient aussi crucial que son amplitude. Troisième implication, la commande devient transversale.
Le réacteur doit être pensé comme un système de systèmes totalement intégré. Enfin, la sécurité devient une équation de fonctionnement. Elle limite directement la performance pour garantir l'intégrité de la machine. Nous proposons une route progressive en 14 étapes. La règle d'or est simple. Tester le contrôle avant de tester la fusion. À court terme, nous nous concentrons sur l'analyse des signaux, l'identification des modes et la validation de la PLL passive. À moyen terme, nous validerons la commande K expérimentale et les gains de stabilité apportés par la compression synchronisée. À long terme, l'objectif final reste une architecture fusion complète, intégrant le cycle tritium, la matrice neutronique et la sécurité globale. Le message au laboratoire est clair. Écoutons le plasma avant de le forcer. Si nous le comprenons, nous pourrons enfin le guider. Observer, synchroniser, limiter, tester, corriger. Telle est la méthode rigoureuse que nous léguons à la science. Vers une fusion plus lisible, plus sûre et plus intelligente. L'aventure ne fait que commencer. Merci de votre attention. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Le grand traité de fusion. Chapitre 10. Sécurité, matériaux et radioprotection. Une étude monumentale sur la limite supérieure de l'architecture. Le rôle de ce chapitre est de définir la sécurité non pas comme une option, mais comme la structure fondamentale de notre modèle. Chaque fonction active peut devenir une source de danger. L'analogie est claire. Comme un barrage, la crédibilité de notre réacteur ne réside pas dans sa puissance brute, mais dans sa capacité absolue à contenir l'énergie. Un réacteur crédible n'est pas celui qui maximise la performance, mais celui qui sait s'effacer devant la sécurité dès qu'un seuil est franchi. La mathématique de cette prudence s'incarne dans le coefficient K-safe. C'est le modérateur universel qui borne tous les autres coefficients de la commande K. Notre hiérarchie est immuable. Aucune performance, aucune récupération d'énergie ne justifie jamais une instabilité du plasma ou une perte de contrôle. Premier indice, S-plasma. Il surveille les instabilités MHD et la turbulence. Si S-plasma dépasse le seuil critique, la compression et la récupération sont immédiatement réduites. Le deuxième pilier est l'indice S-neutron. Dans une architecture d'été, les neutrons rapides sont une source majeure de contraintes physiques et de radioactivation. Vient ensuite la sécurité thermique, S-thermale. Elle impose la condition centrale. La puissance de refroidissement doit toujours être supérieure à la puissance thermique produite. L'indice ST gère le tritium, une matière critique. Si l'inventaire ou le taux de brassage dévie, les branches secondaires sont instantanément isolées. SMAT surveille l'intégrité des matériaux soumis au flux neutronique. La durabilité de la première paroi est la condition sine qua non de la crédibilité du modèle. L'indice S-coil surveille nos bobines. Elles ne sont pas de simples actionneurs idéaux, mais des composants physiques limités par leur température et leur tension. Le FTRH possède son propre indice, SFTRH. Il doit pouvoir être isolé totalement sans compromettre le reste de l'architecture si un risque gaz apparaît. Enfin, SDiag mesure notre confiance dans les capteurs. Pas de diagnostic fiable signifie par définition l'arrêt de toute commande avancée. Ces indices se regroupent dans une expression globale, S global. Mais attention, un seul dépassement local suffit à imposer le mode sécurité. La PLL et la compression dynamique sont subordonnées à la stabilité. Elles sont des fonctions expérimentales, jamais des priorités absolues sur la sûreté. L'architecture prévoit plusieurs modes, de la surveillance renforcée jusqu'à l'arrêt d'urgence. Le système doit protéger les personnes et le confinement avant tout. La présence du post-arrêt est fondamentale. Même éteint, un réacteur doit rester sous surveillance active pour gérer la chaleur résiduelle et le tritium. La radioprotection concerne les neutrons, les gamma et l'activation. Elle doit être intégrée bien avant toute expérience neutronique réelle. La maintenance à distance est une contrainte de conception majeure. La durabilité des matériaux sous flux fort est notre gage de crédibilité scientifique. La sécurité est validée si chaque risque possède son indice, chaque indice son seuil et chaque seuil son action correctrice automatique. L'architecture doit être révisée si une fonction n'a pas de seuil ou si le FTRH n'est pas isolable. Si on ne peut pas arrêter proprement, on n'active pas. La sécurité intégrée change tout. La performance devient conditionnelle et la commande devient responsable. La sûreté est notre meilleur argument scientifique. Nous passerons bientôt de la théorie au banc d'essai. La sécurité est le socle sur lequel nous bâtirons nos premières expériences de plasma faible. La sécurité n'est pas un frein, c'est la condition de notre voyage. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité.
Denis Mamolar présente une monographie du Grand Traité. Nous plongeons dans la validation expérimentale du chapitre 11. Cette œuvre définit comment transformer nos hypothèses théoriques en réalité physique mesurable et irréfutable. Le premier principe est la progressivité. Chaque marche doit être validée avant de risquer la suivante. On ne bâtit pas sur l'incertain. Deuxièmement, la mesurabilité. Sans grandeur mesurable, il n'y a pas de validation. La science commence là où l'on mesure. Troisièmement, la comparaison. Toute amélioration, comme la commande K, doit être rigoureusement comparée à une référence fixe. Quatrièmement, la reproductibilité. Une observation isolée ne suffit pas. L'effet doit être répété, documenté et comparé. Enfin, la falsifiabilité. Chaque hypothèse doit pouvoir échouer. Si elle ne peut pas être réfutée, elle n'est pas assez scientifique. Notre modèle se structure autour de 8 hypothèses. Les 3 premières explorent la nature même du plasma et l'utilité de la PLL. Les suivantes testent l'efficacité de la commande K et de la compression synchronisée, socle de notre architecture de contrôle. Enfin, H7 et H8 abordent les étapes neutroniques avancées, sommet de notre feuille de route technologique. Le niveau 0 consolide nos bases, équations, hypothèses et limites. C'est le temps de la rigueur théorique absolue. Le niveau 1 met l'architecture à l'épreuve de la simulation. On y teste les délais, le bruit et la stabilité de la récupération. Au niveau 2, nous testons le matériel seul. Il faut s'assurer que les diagnostics réagissent correctement avant d'inviter le plasma. Le niveau 3 introduit un plasma faible. L'objectif est d'obtenir des signaux reproductibles et de vérifier les diagnostics. Le niveau 4 identifie les fréquences dominantes. C'est l'étape où le plasma commence à nous livrer ses secrets de phase. Au niveau 5, la PLL observe. Elle suit la fréquence et la phase sans perturber l'équilibre fragile du milieu. Le niveau 6 teste une correction très faible. L'enjeu est de réduire l'écart de phase sans dégrader la stabilité globale. Au niveau 7, la commande K entre en jeu, mais bridée par XAF. La sécurité est notre guide constant dans cette progression. Les niveaux 8 et 9 explorent la compression. La version synchronisée doit démontrer son avantage physique majeur. Le niveau 10 mesure le signal inductif pur. C'est la récolte passive de l'énergie avant toute extraction active au niveau 11. Le niveau 12 franchit le seuil neutronique. Nous mesurons l'activation et les doses pour valider la sécurité radiologique. Le niveau 13 sécurise la boucle du combustible. Le ratio de régénération du tritium devient notre métrique prioritaire. Nous terminons par l'intégration progressive, s'assurer que chaque module renforce le contrôle sans créer de conflits imprévus. Le programme est prometteur si les résultats sont reproductibles. S'ils ne le sont pas, le modèle doit être révisé ou abandonné. La valeur scientifique dépend moins de l'affirmation d'un résultat final que de la capacité à produire des tests clairs et falsifiables. Une telle expérience teste la base de notre modèle. Elle est modeste, mais elle est le socle de toute l'architecture future. Écouter, mesurer et synchroniser avant de prétendre maîtriser. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 12. Conclusion générale du manuscrit. Nous achevons aujourd'hui la synthèse de l'architecture hybride de contrôle. Le rôle de ce chapitre est de refermer le manuscrit sans en exagérer la portée, en répondant avec rigueur aux questions fondamentales de notre modèle. L'idée centrale est simple. Le plasma ne doit pas être vu comme un milieu à contraindre, mais comme un système dynamique actif à écouter. Cette intuition guide tout notre modèle. Plutôt que de forcer la nature, nous cherchons à identifier ses modes et ses fréquences internes. Notre travail s'ancre sur les bases reconnues de la physique, la force de Lorentz, la quasi-neutralité et la dynamique magnéto-hydrodynamique. Nous respectons scrupuleusement le socle de la réaction de fusion et de la régénération du tritium par le lithium. Le modèle doit rester compatible avec l'acquis. Ce que nous proposons n'est pas une nouvelle réaction, mais une architecture de contrôle intégrant le plasma actif et l'état de champ. Premier apport. Le plasma comme système actif de commande, où les champs internes influencent directement notre stratégie de pilotage. Deuxième apport, l'hypothèse de l'état de champ 1,5, un régime collectif partiellement cohérent entre le gaz libre et la structure ordonnée. Troisième apport, la commande K. Elle regroupe les coefficients de chauffage, de compression et de synchronisation dans un cadre unique. La règle est fondamentale. Aucune fonction active ne dépasse la limite de sécurité fixée par XAF. La sécurité est le cœur du modèle. Quatrième apport, la synchronisation PLL pour le suivi phase-fréquence, un outil de stabilité introduit par étapes progressives. Nous suivons une règle de prudence. Sans mode fiable détecté, aucune boucle active n'est engagée. L'observation précède l'action. Cinquième apport,
une compression dynamique synchronisée dont l'intérêt dépend de sa phase avec l'état réel du plasma. Sixième apport, l'étude d'une récupération inductive secondaire, d'abord comme outil diagnostique avant toute prétention de rendement net. Septième apport, la priorité absolue au cycle lithium-tritium. Aucune fonction secondaire ne doit compromettre l'inventaire neutronique. Huitième apport, la matrice de tri neutronique pour imposer une comptabilité fonctionnelle stricte de chaque fraction du flux. Neuvième apport, le FT-RH secondaire, une branche conditionnelle dédiée à la transmutation et à la radiolyse sans interférer avec le cœur. Dixième apport, la sécurité intégrée par des indices multiples. Un seul seuil franchi suffit à déclencher le mode sécurité opérationnel. Par XAF, la sécurité n'est pas un ajout, mais la condition même de fonctionnement de notre architecture hybride. Soyons honnêtes, plusieurs éléments restent hypothétiques. L'existence de l'état de champ et l'efficacité de la PLL doivent être testées. Ces hypothèses ne sont pas des faiblesses si elles sont assumées. Elles deviennent des forces dès lors qu'elles sont testables. Le manuscrit ne revendique pas prématurément un réacteur fonctionnel ou un rendement net positif. La prudence protège notre crédibilité. Nous n'annonçons pas une solution complète, mais un cadre expérimental structuré dont la valeur dépendra de mesures reproductibles. Nous affirmons cependant avec confiance qu'un plasma est un système actif et que ces signaux peuvent inspirer une stratégie de contrôle. La commande K peut structurer ce contrôle et la compression doit être limitée par la sécurité. Ces bases sont solides. Notre programme commence par la consolidation théorique, la simulation et les tests sur banc sans plasma avant d'aborder les plasmas faibles. Viennent ensuite l'identification des modes et l'activation progressive de la PLL et de la commande K limitée, pas à pas. Les niveaux supérieurs explorent la compression synchronisée et la récupération inductive active, toujours sous le contrôle de la rigueur. Enfin, l'intégration du cycle lithium-tritium et du FT-RH mène vers une architecture complète et validée progressivement. La réussite sera marquée par la reproductibilité des modes et l'efficacité supérieure de la commande K par rapport à une commande fixe. Nous n'occultons pas les risques d'échec. Si la PLL déstabilise le plasma ou si l'intégration crée trop de risques, le modèle devra être révisé. Le manuscrit possède ses limites. Aucune validation complète n'est encore présentée et les équations restent conceptuelles. Nous l'assumons. La priorité immédiate est claire, coupler le diagnostic plasma à une PLL passive et une commande K strictement limitée. En résumé, nous avons construit un cadre expérimental structuré, couche par couche, des bases physiques jusqu'à la sécurité intégrée. Le réacteur hybride proposé est une architecture de convergence entre plasma actif, contrôle adaptatif et sécurité absolue. Cette architecture hybride s'appuie sur nos trois piliers fondamentaux, le PVC, le TVS et le TVS-PVSP, assurant la stabilité de notre édifice scientifique. De l'humble niveau 0 jusqu'au sommet du niveau 15, notre feuille de route trace le chemin d'une conquête méthodique de l'énergie stellaire. Sa valeur dépendra de sa capacité à produire des tests clairs. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans cette monographie monumentale dédiée au Grand Traité. Nous allons détailler ensemble l'architecture hybride de contrôle du plasma de fusion. Cette étude repose sur trois piliers fondamentaux, le PVC, le TVS et l'intégration avancée TVS-PVSP, formant le socle de notre réacteur. L'idée centrale est d'écouter le plasma avant de le forcer, mesurer ses modes internes, ses phases et ses fréquences de flux. Commençons par le glossaire. Le plasma est un milieu ionisé, un système électromagnétique actif capable de transporter des courants. On parle de plasma actif lorsque ses champs internes et ses fréquences deviennent mesurables et intégrables à notre stratégie de contrôle. Le plasma automagnétique influence la stratégie de confinement par sa propre dynamique interne, une structure qu'il faut suivre précisément. L'hypothèse de l'état de champ, 1,5, propose un régime collectif cohérent, intermédiaire entre un gaz libre et une structure directrice. Passons aux formules. La force de Lorentz décrit l'action sur chaque particule chargée au sein des champs électriques et magnétiques. La force MHD exprime l'interaction vitale entre la densité de courant et le champ magnétique qui baigne le plasma. La pression du plasma, régie par la densité et la température, est l'une des contraintes majeures que nous devons équilibrer. Face à elle, la pression magnétique, définie par le carré du champ sur 2 μ0, assure le confinement nécessaire. Le paramètre bêta, rapport entre ces deux pressions, est l'indicateur clé de l'efficacité de notre confinement magnétique. Le produit de confinement NT, taux E est notre critère d'amélioration. Il doit croître sans compromettre la stabilité du système.
La commande générale U de T est le produit de notre famille de coefficients K par l'écart mesuré E de T. C'est le cœur de l'adaptation. Cette famille K organise tout, du chauffage RF au champ magnétique, en passant par la compression et la récupération inductive. La sécurité est absolue. Le coefficient Kessaf borne tous les autres, garantissant que la sûreté prime toujours sur la performance. L'équation d'Adler simplifiée gère la synchronisation PLL, assurant que notre commande reste verrouillée sur le mode du plasma. La loi de Faraday nous permet d'envisager la récupération inductive, transformant les variations de flux en puissance utile. Le bilan énergétique global. PNet calcule la somme des puissances produites, moins les pertes et les injections nécessaires. La réaction DT reste notre référence, produisant un noyau d'hélium, un neutron et une énergie colossale. La régénération du tritium par le lithium est cruciale pour l'autonomie du réacteur mesurée par le ratio T-BR. Abordons les hypothèses expérimentales. H, un postule, un plasma possédant des modes exploitables, tandis que H2 définit son régime collectif. H3 valide l'utilité de la PLL sur un mode réel et H4 démontre la supériorité d'une commande adaptative sur une fixe. H5 explore la compression phasée et H6 cherche un signal utile de récupération sans déstabiliser le plasma. Enfin, H7 protège le cycle du tritium et H8 évalue l'utilité de la branche secondaire FTRH sans nuire au bilan global. Le tableau des coefficients K récapitule les fonctions, les grandeurs associées et les risques d'instabilité ou de surchauffe. Les indices de sécurité S surveillent chaque domaine. Stabilité, neutronique, thermique, tritium, matériaux et bobines. La sécurité globale, S global, est la somme pondérée de ces indices, déclenchant le mode sécurité dès qu'un seuil est franchi. Notre matrice de risque prévoit chaque réponse, du diagnostic rapide à l'isolation complète du système. Le système navigue entre 12 modes de fonctionnement, de l'observation simple à l'arrêt contrôlé ou d'urgence. La feuille de route commence par la consolidation théorique, la simulation numérique, puis les tests sur banc sans plasma. Nous progressons vers la PLL active, la commande K adaptative et la compression synchronisée pour tester l'effet de phase. Le sommet atteint la neutronique contrôlée et l'intégration finale de toutes les briques validées sans interaction négative. L'architecture globale du réacteur hybride se révèle alors en couches successives, de la sécurité au cœur même du plasma. La boucle de contrôle ferme le cycle, assurant une adaptation constante des actionneurs à l'état réel du plasma. Maintenons une prudence scientifique. Ce modèle est une proposition testable dont la valeur dépendra de tests reproductibles. En résumé, écoutez avant de forcer. C'est la voie que nous proposons pour explorer le contrôle avancé des plasmas de fusion. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention académique. Les détails de cette architecture sont consignés dans les annexes de notre document maître, du glossaire général aux figures conceptuelles recommandées. Pour une étude approfondie, référez-vous au dossier de validation. La connaissance est la première étape vers la fusion maîtrisée. Fin de la monographie.